Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire présenté par toute l'équipe de DTech. Mon nom est Geneviève Leblanc. Je suis psychologue organisationnelle et aussi gestionnaire opérationnel de l'équipe Mesure et Évaluation chez DTech. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je jouerai le rôle d'animatrice aujourd'hui pour ce webinaire. Notre experte invitée sera Anita Zara, qui est une de nos psychologues seniors chez DTech. Je vous la présente dans quelques instants. Dans un premier temps, je veux vous donner quelques consignes par rapport à l'utilisation de la plateforme. Vous aurez évidemment dans le visuel la présentation et également les différentes barres de contrôle en bas. Vous pourrez utiliser pour nous poser des questions la barre Q&A. Le chat sera réservé pour l'information tout simplement qu'on va vous soumettre. Mais si vous avez à correspondre avec nous, ça sera directement avec la barre de menu Q&A. Alors, on est très heureux aujourd'hui de vous présenter ce webinaire qui portera sur fournir une rétroaction percutante. Anita, bonjour. Bonjour Geneviève, ça me fait plaisir d'être avec tout le monde aujourd'hui. Excellent. Donc, on a suscité beaucoup d'intérêt. Donc, vous êtes un large auditoire. Anita, dans le fond, pour donner un petit peu le ton à la présentation, on se connaît depuis plusieurs années. Donc, je suis très heureuse que tu acceptes de donner ce webinaire. C'est un large bagage autant académique que pratique. Donc, entre autres, ta formation de doctorat en psychologie du travail des organisations de l'Université de Montréal. Également, toute ta pratique de consultation là depuis près de 15 années. Donc, en consultation, que ce soit dans des mandats d'évaluation de potentiel, de coaching ou même d'enseignement à l'université HEC. Et tu as l'expérience d'avoir fourni maintenant près de 2000 rétroactions à des personnes. Donc, à quoi on peut s'attendre aujourd'hui comme type de présentation et contenu? Comme type de présentation, dans le fond, le but, c'est de vraiment combiner cette expérience des 13 dernières années en évaluation potentielle en utilisant des outils d'évaluation, dans le fond, parler des meilleures pratiques, basées sur cette expérience-là, mais d'aller au-delà. Puis mon petit côté académique fait en sorte que aussi, on va parler de qu'est-ce que la recherche nous dit, qu'est-ce que les auteurs nous disent à ce sujet-là. Donc, j'ai combiné vraiment ces deux éléments-là de mon expérience, de la présentation, pour offrir à l'auditoire des conseils pratiques. Et la session se veut vraiment une session de recommandations pratiques, de comment faire, quels éléments, quoi poser. Conseils pratiques pour peu importe les outils d'évaluation, des outils d'évaluation de type évaluation de la personnalité, évaluation de compétences. Et aussi, la présentation se veut pratique pour les gens qui vont faire autant des rétroactions aux participants qui ont complété l'évaluation, mais aussi aux gestionnaires requérants dans des contextes de sélection, mais aussi dans des contextes de développement. Donc, on va vraiment voir les bonnes pratiques plus universelles de façon très pratico-pratique aujourd'hui. Parfait, excellent. Puis, ça a l'air vraiment intéressant. Et puis, également, on va essayer de favoriser l'interaction avec notre auditoire, donc qui est composé de plus de 50 personnes aujourd'hui. Et on va utiliser le mode sondage. Vous verrez que c'est très simple d'utilisation. Vous avez qu'à faire votre choix et à soumettre votre réponse. Je vous lirai la question, puis je rapporterai les résultats. Parfait. Alors, je te cède la parole, Anita. Merci beaucoup, Geneviève. Puis oui, on veut que ça soit très interactif. Dans le sens qu'on invite vos questions dans la première partie, on va vous sonder. La deuxième partie, on a réservé un moment pour vraiment le Q&A, comme Geneviève a dit, pour répondre à vos questions, aller au-delà de la présentation. Donc, voilà. Donc, allons-y avec les 3 éléments clés pour fournir de la rétroaction. Puis, basé sur ma compréhension de la littérature, mes années d'expérience, lorsque je regarde, on peut résumer, c'est sûr qu'il y a plusieurs éléments, mais les éléments les plus essentiels qui vont faire vraiment une grande différence, on peut les résumer en 3 grands éléments. Le premier, c'est le contexte de travail de la personne. Donc, dans le fond, une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut établir des liens. Donc, pour aller au-delà de juste le contenu du rapport, puis de vraiment avoir l'impact voulu. C'est par l'impact voulu, je parle de vraiment voir qu'on a vraiment aidé à la prise de décision en sélection. On a vraiment fait cheminer la personne en contexte de développement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cet impact percutant-là?
Puis c'est là que je parle de faire des liens avec 3 éléments qui sont des liens au-delà de juste les scores qu'on voit dans le rapport. Le premier lien qu'on doit faire, c'est le lien entre les résultats et le contexte de travail de la personne. Puis ça, c'est essentiel. Parce que sinon, ça reste un feedback qui est plus abstrait, peut-être intéressant, mais plus abstrait. Lorsqu'on fait un lien clair avec le contexte de travail de la personne, c'est là qu'on donne des informations utiles. Donc, par exemple, si je donne un feedback à un coach sur l'outil d'évaluation de personnalité Hogan, puis je parle de son score élevé à l'échelle curiosité, mais là, plutôt que juste dire que, mais généralement, les personnes qui ont ce score-là vont être des personnes curieuses, vont être des personnes qui vont être aussi habiles avec tout ce qui est plus stratégique, ça reste plus générique. Ce que je vais vouloir faire, c'est dire, mais comme coach, on va voir que tu vas être probablement vraiment habile à explorer les possibilités avec ton coaché. Aussi, on va voir que tes clients vont probablement se percevoir comme un allié, un partenaire stratégique parce que les gens qui ont tendance à avoir un score de curiosité élevé ont tendance à être intéressés par la stratégie, de voir la forêt, pas juste les arbres. Donc, ça va vraiment être un avantage comme partenaire stratégique que tu vas avoir à titre de coach. Donc là, je vais vraiment plus personnaliser le feedback. On parle souvent en formation de coaching l'importance de la curiosité, d'avoir un ton curieux, d'aller explorer, de poser des questions. Je vais pouvoir faire un lien avec ça. Si je donne un feedback à un directeur marketing, mes exemples, mes liens vont être différents. C'est là que ça va devenir plus utile à la personne si je fais des liens concrets. Deuxième lien qu'on doit faire, c'est des liens entre les échelles ensemble pour identifier des thèmes plus macro, si on veut. Puis dans le fond, numéro 2, ça veut dire synthétiser les résultats. Si on pense je reviens à l'inventaire Hogan, si j'utilise les 3 outils de personnalité ensemble, puis je compte les sous-échelles, mais je donne du feedback sur potentiellement 105 sous-échelles, plus d'une trentaine d'échelles principales. Ça en fait beaucoup. Donc, j'aide à digérer tout le contenu en mettant l'emphase sur qu'est-ce qui est important. Puis ça va au-delà de juste le contexte, mais il y a peut-être des échelles qui envoient le même message sur une thématique principale, une orientation vers les gens, une orientation vers les processus, qui combine plusieurs échelles. Ça, c'est important. Puis je vais vous donner plus tard des exemples de qu'est-ce que ça peut vouloir de l'air. Puis on va vous donner aussi des outils pour le faire avec 2 outils d'évaluation, soit le Hogan ou soit le DTEC. Le DTEC haute direction, par exemple, on parle des scores sur plus de 35 échelles, qui demeurent quand même beaucoup. On va vouloir synthétiser. Puis finalement, le 3e élément qui est important, on le voit dans la 3e roue, de faire des liens avec la personne qui reçoit le feedback. Puis ça veut dire de créer un dialogue. Donc, puis ça passe vraiment par poser des questions percutantes. Donc, un bon feedback, je juge, quand je regarde les feedbacks où est-ce que j'ai eu le plus d'impact, généralement, j'ai pas parlé plus que la moitié du temps. Ça, c'est vraiment important. C'est le type de feedback où est-ce qu'on a vu que par les questions que j'ai posées, par l'information que j'ai donnée, ça a suscité une réflexion. Puis la personne qui recevait la rétroaction a pris la balle, soit en répondant, en faisant des réflexions, a cheminé durant le feedback. Et on veut vraiment laisser la place. Puis souvent, on tombe dans le piège. On a juste 30 minutes pour la rétroaction, on a juste 1 heure pour la rétroaction. On veut tellement donner de l'information, mais ça, c'est un piège. C'est mieux de donner moins d'informations, la bonne information selon la roue numéro 1 et 2, centrée sur le contexte, centrée sur les thématiques principales, mais là, laisser la place à la personne de faire des réflexions, puis on pose les bonnes questions pour ce faire. Je trouve ça intéressant, Anissa, ce que tu nous présentes, parce que c'est un peu contre-intuitif. Des fois, on veut performer en donnant une rétroaction, en donnant tous les détails, les menus détails de l'interprétation de chacune des sous-échelles. Ce que tu es en train de nous communiquer, c'est de vraiment se centrer sur la personne, puis l'interaction, le contexte et vraiment les thèmes majeurs. Donc, être plus concis que dans le détail. Exactement, exactement. Puis de miser sur les choses importantes, si on l'a vu avec les 2 premières roues, puis par la suite donner la place à la personne qui reçoit le feedback. Puis on le sait,
les personnes vont vraiment cheminer le plus lorsqu'ils sont un participant actif. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, on peut se donner moins de pression à tous dire, puis de donner la place aussi à la personne qui reçoit la rétroaction, puis c'est beaucoup plus riche. Donc, maintenant, on s'est rendu à la partie où est-ce qu'on va creuser un petit peu plus, puis on va vous outiller à vraiment chacune des 3 clés. La première, c'était de comprendre le contexte. J'ai donné un peu l'exemple avec le coach. Puis la première étape pour comprendre le contexte, c'est, dans le fond, d'effectuer une analyse de besoin. Alors, on va faire un petit sondage à cet effet-là. Je te laisse aller, Geneviève. Parfait. Alors, la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est avant de fournir de la rétroaction, est-ce que je m'assure d'avoir effectué une analyse approfondie des besoins afin de comprendre le contexte de travail de la personne à laquelle, évidemment, je vais donner la rétroaction? Est-ce que je le fais toujours, la plupart du temps, parfois, rarement ou jamais? Puis, vous pouvez être honnête, là, ça sera anonyme, les résultats qui apparaissent, qui apparaîtront à l'écran. Donc, 30 secondes, là, tout simplement, pour vous donner le temps de répondre et de soumettre votre réponse. Par la suite, on pourra regarder ensemble les résultats qui apparaissent. Alors, comme on peut voir ici dans les réponses que vous avez fournies, la réponse la plus populaire et la plupart du temps suivie quand même de près par toujours, ce qui est très intéressant comme résultat, Anita. Oui, très intéressant. Puis, évidemment, l'idéal, c'est le toujours, mais de façon réaliste, on voit que plusieurs personnes disent la plupart du temps. Donc, il y a peut-être certaines situations où est-ce que c'est pas le cas pour différentes raisons. Ma réponse à cet élément-là, c'est qu'est-ce qui est important, c'est qu'on peut, ce qu'on veut faire, c'est que toujours, on devrait au moins avoir une bonne compréhension du contexte. Donc, est-ce que ça veut dire de faire une analyse de besoins approfondis, des besoins à chaque fois? Peut-être que c'est pas nécessaire. Par exemple, dans mon expérience, l'idéal, c'est d'avoir une session de 30 minutes avant le feedback, ou est-ce que soit avec le gestionnaire requérant ou en coaching, ça peut être simplement les notes de la première rencontre ou de l'analyse de besoin du contexte de coaching, puis d'avoir ces informations-là. Donc, l'idéal, c'est avant même que j'analyse les résultats, j'ai un contexte que je peux comparer. Dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Si c'est pas le cas pour différentes raisons, qu'est-ce qui est important, c'est au moins prendre un 10 à 15 minutes au début du feedback pour s'assurer de comprendre le contexte. Puis ça, c'est essentiel. Donc, pour ceux qui ont écrit la plupart du temps, moi, je vous invite vraiment à réserver au moins quelques minutes au début de la rétroaction pour passer à travers quelques questions pour s'assurer d'avoir le contexte. Puis ça va vraiment être un bon début pour susciter un dialogue avec la personne. Donc, on commence en posant des questions à la personne. On l'engage dans la conversation, mais on va chercher des informations. Donc, par exemple, dernièrement, j'ai fait un feedback parce que j'avais pas d'analyse de besoin au début. C'était dans un contexte de formation, mais là, j'ai eu l'information que la personne considérait changer de poste. Donc, ça, c'est de l'information très utile dans le feedback. On va aller les chercher. Donc, même si c'est juste quelques minutes, assurez-vous de le faire. Si vous avez déjà des descriptions de poste, des notes de coaching, relisez-les pour vous assurer de faire des liens durant votre analyse. Et ce que tu nous dis, c'est que tout n'est pas perdu. Si jamais on n'a pas eu le temps de faire une analyse de besoins exhaustive, par exemple, avec le gestionnaire, la personne évaluée à laquelle on va faire une rétroaction, on peut toujours connecter. Ça peut être un bon moyen de connecter avec la personne juste avant de lui soumettre ses résultats puis de lui présenter la rétroaction. Exactement. Exactement. Donc, l'analyse de besoins, on veut comprendre les principales composantes de l'emploi. En sélection, c'est particulièrement important pour s'assurer qu'on mise sur les bons critères de sélection. Dans un inventaire de personnalité, par exemple, on a plusieurs échelles, comme j'ai dit, mais ils vont peut-être pas toutes être particulièrement pertinentes. Puis des fois, mais on peut être distrait par ça. Donc, on veut s'assurer de bien miser sur les bonnes choses. En contexte de développement, on veut mettre l'accent aussi sur qu'est-ce qui va avoir l'impact le plus pratique.
Si on vient en sélection dans un DTech, on a, en principe, tout est lié à l'emploi parce qu'on a des familles de postes. Mais ceci étant dit, il y en a peut-être qui sont plus importantes que d'autres, puis on va vouloir miser là-dessus. Donc, l'analyse de besoin va vraiment nous permettre de faire ça. Important, souvent, quand on parle de comprendre le poste, l'analyse de besoin, on sait que, dans le fond, il faut aller bien comprendre l'adéquation avec le poste. Ça passe par des questions telles que c'est quoi les responsabilités principales, les tâches principales. On peut utiliser aussi, j'encourage les gens à ne pas oublier, donc les incidents critiques. Donc, les incidents critiques, c'est une bonne façon d'aller voir, d'avoir une bonne compréhension très spécifique et très comportementale du poste. Donc, un incident critique, c'est un exemple d'une performance supérieure. Donnez-moi des exemples de performance supérieure dans le poste. Donnez-moi des exemples de performance inacceptable ou sous-performance dans le poste. Par le passé de d'autres personnes, ça va nous donner vraiment des indicateurs très concrets. Des fois, quand on parle de façon plus abstraite, les gens disent « Ah oui, l'innovation, l'agilité, c'est très important », mais quand on parle d'exemples concrets, on va avoir un son de cloche peut-être un peu différent. Une question que moi, j'aime beaucoup pour comprendre l'adéquation avec le poste, c'est les défis liés au poste. Donc, pas face à la personne, les défis que la personne va avoir dans le poste concernant sa personnalité, mais c'est quoi les défis qui sont liés au poste, peu importe la personne qui l'occupe. Puis ça, c'est vraiment une question intéressante qui va au-delà des rôles et responsabilités. Je vais vous donner un exemple. Dans un rôle de consultant, un défi, c'est peut-être de combiner la rigueur avec la rapidité de livraison au client. Mais si on parle des tâches responsabilités, ça va être de faire des évaluations potentielles, ça va être de faire des formations. On va pas avoir cette même perspective. Donc, moi, une question chouchou en analyse de besoin, c'est parlez-moi des défis que la personne va avoir dans ce poste-là. Une bonne question aussi à l'adéquation avec le poste, lorsqu'on fait l'analyse de besoin plus avec le participant lui-même. Une question chouchou que j'ai, c'est parle-moi de qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton poste et qu'est-ce que tu aimes le moins. Puis souvent, on va voir que là, immédiatement, si on a un score de prudence bas, par exemple, au gain, la personne, ça ne me surprendrait pas qu'elle va dire c'est la gestion de tout ce qui est administratif dans le poste ou des choses comme ça. Puis là, on va avoir des liens qui vont vraiment venir dans le feedback. On va pouvoir dire, mais c'est l'aspect que tu aimes le moins dans ton poste que tu as nommé, mais ça, c'est peut-être en lien avec ce résultat-là. Donc ça devient très intéressant de demander avant même de livrer le feedback, qu'est-ce qu'elle aime le plus, qu'est-ce qu'elle aime le moins. Donc, adéquation avec le poste, on sait qu'on doit le faire. Ne pas oublier aussi dans l'analyse de besoin d'aller comprendre la culture d'entreprise puis le patron aussi. Okay? En contexte de sélection, de s'assurer qu'il y a un fit avec le patron, la patronne. Donc, une bonne question à poser, c'est quoi 3 éléments qui est important pour bien travailler avec vous? Les éléments importants de qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un fit dans cette culture-là ou non? C'est quoi les aspects de la culture qui teinte vraiment la culture de cette organisation-là. Puis vous allez voir qu'on vous a soumis des questions que vous pouvez utiliser. Donc, voici une petite liste de questions à inclure dans l'analyse de besoins en contexte de sélection. J'en ai nommé quelques-unes. On va vous fournir une liste de questions aussi à utiliser en contexte de développement. Donc, en contexte de développement, des fois, c'est avec le gestionnaire de la personne, mais des fois, ça peut être avec la personne elle-même en début de rétroaction. Puis ici, en contexte de développement, on vous a proposé des questions qui étaient plus liées au participant qui a été évalué. Donc, juste pour faire la nuance. Puis des fois, mais c'est d'explorer, oui, le poste, les liens avec le poste, mais aussi les aspirations professionnelles. Donc, ça, c'est intéressant aussi à explorer. Si je veux communiquer à l'auditoire, en fait, que vous n'avez pas besoin de toutes les prendre en note suivant la fin du webinaire. Donc, dans les prochains jours, vous recevrez la documentation et aussi une version du webinaire qui seront communiquées par courriel là, après le webinaire. Parfait. Donc, j'ai partagé quelques-unes de mes questions préférées qui se retrouvent dans la liste, mais il y en a d'autres. OK, donc là, on a fait une bonne analyse
du contexte, on comprend le contexte, on est prêt à analyser, à se préparer à notre feedback. Puis, comme je dis, des fois, on fait la compréhension du contexte dans le feedback même, mais on le fait avant de commencer à donner la rétroaction. Des fois, par exemple, c'est dynamique. Par contre, donc la personne va pouvoir discuter, nous donner le contexte. On peut déjà faire des liens avec les résultats, dire mais c'est intéressant que tu dis ça parce que on le voit dans tes résultats. Puis ça donne la crédibilité, hein, ça minimise la résistance des gens aussi en commençant sur leur donner une plateforme pour parler, puis de faire des liens comme ça entre les résultats puis le contexte qu'ils nous donnent. Donc là, on comprend le contexte, on va identifier les thèmes. Okay? Les thèmes essentiels, puis les thèmes plus macro ici. Donc, ce qu'on veut éviter en feedback, c'est de relire le rapport à la personne telle qu'elle. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée au-delà de ça, puis c'est là qu'on va combiner les scores qui vont ensemble. Je vais vous donner un petit exemple de qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. Donc, des fois, un outil que j'utilise, c'est dans le fond toute la documentation qui existe déjà sur Hogan dans différents rapports. Donc, ici, c'est les dimensions qu'on retrouve dans le rapport Leader Focus de Hogan. Puis souvent, j'utilise même pas ce rapport-là, mais j'ai en tête les dimensions qui sont traitées dans ce rapport-là. Donc, je pourrais utiliser peu importe le rapport, le Leadership Forecast Series, un Insight, qui est plus générique, mais je vais savoir que, dans le fond, si je vois la sensibilité interpersonnelle élevée sur le HPI, puis l'altruisme élevé sur le MBTI, mais ça me donne, dans le fond, une thématique d'une orientation vers les personnes. Okay? Puis le Leader Focus parle de différents styles de leadership. Donc, un leadership axé sur les résultats, processus, personne. Même pour une personne qui n'est pas dans un rôle de leadership, on peut aussi parler, sans parler de leadership, mais une orientation vers les résultats, une orientation vers les personnes, une orientation vers les données. Donc, ça, c'est vraiment un vocabulaire qui peut nous permettre de synthétiser plusieurs échelles ensemble. Ça, c'est un exemple qui nous donne six types d'orientation. Un autre exemple, ça, c'est basé sur une adaptation du dictionnaire des talents de STD. Souvent, souvent, les dictionnaires des talents de STD, puis vous pouvez avoir, des fois, c'est peut-être si vous êtes une personne des ressources humaines à l'intérieur d'une organisation, c'est peut-être d'avoir vos attributs de leadership, d'avoir vos 6 dimensions, 6 compétences clés de l'organisation. Peu importe la documentation, mais si vous avez, par exemple, ces 10 attributs de leadership, mais moi, j'aurais tendance à les avoir tout près quand je fais mon analyse des résultats pour pouvoir faire des liens, puis quelles échelles sont associées. Donc, par exemple, ici, dans le dictionnaire du talent, le joueur d'équipe, c'est les échelles liées à la sensibilité interpersonnelle, la sociabilité, peut-être l'ambition peu élevée, aussi une ambition plus basse. Souvent, c'est quelqu'un qui est pas compétitif, qui est plus collaborateur, une affiliation élevée. Donc, si je vois tous ces résultats qui vont ensemble, mais plutôt que de parler de chacune d'une de ces échelles de façon individuelle, je vais pouvoir parler d'un profil de collaborateur, de joueur d'équipe. Okay? Puis là, je vais faire des liens avec ces différentes échelles-là. Ça devient vraiment plus facile à digérer pour ceux qui reçoivent le feedback, d'avoir quelques dimensions clés. Donc, moi, je vous recommande vraiment une meilleure pratique, c'est d'avoir quelques messages clés, quelques thématiques clés. Puis, il devrait en avoir entre 3 à 5. Si on s'appelle que 7, c'est le nombre magique que quand les gens ils peuvent se rappeler. On veut pas dépasser ça. On veut qu'il y ait des messages clés. C'est sûr qu'il y a plus de scores. Il y a plein de scores dans le rapport, mais on met l'emphase sur les messages clés. Donc ici, par exemple, je vais vous donner un exemple avec Hogan, puis après, je vais vous donner un exemple avec DTEC, les rapports DTEC. Ici, c'est un profil utilisant les 3 outils Hogan. Donc, on se souvient, la HPI, ça, c'est
La personnalité au quotidien, le HDS, c'est les dérailleurs quand on est stressé particulièrement, quand on laisse tomber nos gardes puis on n'est pas en train de s'autogérer, les façons contre-productives d'agir. Puis le MBTI, qui est plus les valeurs, les préférences de la personne. Donc, on a plusieurs échelles ici. Mais si vous voyez avec mes échelles, j'ai identifié 2 thématiques particulièrement importantes à nommer dans ce contexte-là. Donc, ça, c'est le profil d'Émilie. Puis, on peut penser que Émilie est une nouvelle gestionnaire. Mais on va voir que, dans le fond, ce qu'on va voir avec ce qui est en vert, c'est une orientation vers les gens très prononcée. Une sociabilité élevée, une sensibilité interpersonnelle élevée, même dans ces dérailleurs, ces 2 dérailleurs, pour ceux qui connaissent le Hogan, c'est des dérailleurs qui sont des dérailleurs que quand je suis stressée, j'essaie de me rapprocher des autres. L'appliquer en étant parfait, donc le dévouer en voulant plaire. Donc, même dans ces dérailleurs, on voit quelqu'un qui tente de se rapprocher aux autres. Puis dans ces valeurs, on voit l'altruisme particulièrement élevé, l'affiliation qui approche le score élevé, mais on voit cette tendance-là à vouloir aider, s'occuper des gens, être avec les gens aussi. Puis même quand je suis stressée, c'est peut-être une force surutilisée. Mais là, plutôt que de parler des échelles de façon séparée, je fais un lien que c'est lié à des forces, mais des fois, c'est peut-être lié aussi à des forces qui sont surutilisées face à l'orientation vers les gens. Puis en bleu, mais on voit la prudence élevée, donc quelqu'un de très rigoureuse, curiosité plus bas, un profil plus opérationnel. Donc ici, je vais parler du profil de rigueur opérationnelle. On voit beaucoup de rigueur opérationnelle, puis ça va être repris avec l'appliqué, des fois peut-être même s'enfarger dans les sortes de tapis, puis avec les valeurs, une valeur de tradition. Donc, puis on va pouvoir faire les avantages, désavantages de ce profil-là. Mais on va voir que, dans le fond, je vais parler de ces 2 thématiques-là liées l'orientation vers les gens, puis la rigueur opérationnelle, puis qui va avoir des forces et des points de vigilance sur ces 2 thématiques-là. Mais c'est beaucoup plus facile d'expliquer ce feedback-là en me rappelant de ces 2 dimensions particulièrement clés. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas du reste, mais je vais mettre l'emphase sur ça. Donc, ça, c'est l'exemple d'Émilie. Puis, Anita, je peux inviter les gens aussi, n'hésitez pas à utiliser le Q&A si vous souhaitez poser certaines questions. Je pourrais les lire à voix haute à la fin. Ou également, si vous avez peut-être certains exemples où les thématiques étaient bien campées pour les rétroactions que vous avez données et qui étaient peut-être pas si faciles ou si évidentes à communiquer. Puis, des fois aussi, ça c'est le Hogan, si on revient avec identifier les thèmes essentiels pour les rapports DTEC. DTEC a fait en sorte que c'est vraiment simple d'identifier les thématiques principales parce que les compétences, en fait, sont combinées par compétences macro. Donc, on va pouvoir voir facilement que, dans le fond, il y a une section qui est plus des dimensions face à la gestion des relations. Souvent, on va voir, mais où est-ce que, dans le fond, il y a le plus de scores élevés, où est-ce qu'il y a le plus de scores faibles? Puis ça va nous donner une idée de thématiques aussi sur lesquelles on peut miser. Donc, restez pas juste collés aux échelles, mais regardez aussi à gauche de votre rapport BITEC les macro-compétences et faites des liens. Puis évidemment, vous pouvez aller au-delà de ces macro-compétences-là, mais c'est un bon point de départ pour identifier les thèmes essentiels dans la rétroaction avec les rapports BITEC. Donc, maintenant, on a... Vas-y. Anita, oui, j'ai en fait une question très intéressante qui vient d'une personne qui est dans le domaine de l'assurance et des finances et oui. Nous dit en fait que, évidemment, que faire avec des personnes très analytiques parce que, bon, évidemment, nous, on met le message sur le fait de synthétiser puis d'y aller par grands thèmes, mais que fait-on avec des gens qui sont très analytiques, soit par leur déformation professionnelle ou juste par leur personnalité? C'est une excellente question. Puis on va voir, hein, on peut, en regardant le profil, on va savoir si la personne risque d'être analytique. Puis on peut avoir des hypothèses sur comment que la personne va être en feedback.
Ceci étant dit, moi, ce que je recommande, ce qui fonctionne très bien dans ma pratique, c'est de mettre la table puis de dire, dans le fond, basé sur la compréhension du contexte, soit que la personne m'a donné ou la compréhension du rôle, qu'on va miser sur certains éléments, puis que ça veut vraiment un dialogue à deux sens. Je vais gérer les attentes. Je veux dire, par la suite, vous voyez, par exemple, si je reviens avec, peu importe le rapport du tech, le rapport Hogan, je vais leur dire, on va passer à travers les grandes lignes, on va miser sur ce qui semble le plus important. Ça veut vraiment un échange à deux sens. Puis, par la nature de mes questions, je vais tenter de pas aller dans le détail de chacun des cas, mais plutôt d'engager la personne dans une conversation riche. Par la suite, pour pouvoir m'assurer que leur fin d'analyse est bien gérée, je vais leur dire que, dans le fond, qu'on va passer à travers les points les plus saillants qui sont ressortis, qui semblent être les plus pertinents. On va avoir une discussion sur ça. Par la suite, ils vont pouvoir lire le rapport en détail. Si jamais il y a des questions, ils peuvent toujours revenir par la suite. Mais que de prendre le temps à tête pas posée suite au feedback. Puis si jamais, moi j'offre toujours, si jamais il y a quoi que ce soit, des questions, on peut toujours recéduler une deuxième rencontre, vous pouvez me contacter. Puis je dois dire que les fois que les gens ils ont une question sur un détail qui reviennent par la suite, puis qu'on sait le côté analytique, je dirais que c'est probablement moins que 1% des gens qui vont revenir sur c'est 1%, je trouve ça gros. Donc, généralement, lorsque les gens reviennent, ça va être pour des ressources, des choses comme ça. Donc, même si la personne est très analytique, je pense que si on a fait une introduction de l'outil en donnant une crédibilité à l'outil et qu'on gère la conversation en s'assurant que la personne est engagée dans la conversation, on évite le défi, le piège de tomber dans la suranalyse. Ceci étant dit, un autre piège, c'est des fois d'être trop collé aux sous-échelles. Là, c'est là que la personne dit « Ah, mais ça veut dire quoi? » ou « Ça veut dire quoi? » Donc, une façon que j'ai réussi à ne pas tomber dans les détails des sous-échelles, c'est que pendant une grosse partie du feedback, souvent, les résultats, on n'ouvre même pas le rapport. C'est une conversation riche où je laisse une page qui est plus synthèse, puis on reste collé à cette page-là plutôt que d'aller. Moi, j'évite la page des sous-échelles quand je donne un feedback. Ce qui est important, par contre, c'est de s'assurer que vers la fin du feedback, on passe à travers les étapes du rapport pour pas qu'il y ait de surprise après. Donc, moi, souvent, j'ai toujours en tête qu'est-ce qui est le plus important à communiquer, puis deux, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux traiter dans le feedback pour m'assurer que lorsque la personne lit le rapport, va pas revenir et dire « Hey, attends une minute, là, tu n'avais pas parlé de ça. » Donc, tout ce qui est peut-être un élément qui pourrait faire en sorte que la personne va réagir, je m'assure de l'intégrer dans le feedback. Puis je pense que ça, c'est vraiment une bonne façon de traiter ces cas-là. J'espère que j'ai répondu à la question. Ben, je trouve que c'est des excellents trucs. J'espère que ça a aussi répondu à la question. Je te laisse poursuivre. Parfait. Donc, on est rendu à la dernière partie, donc le troisième élément, qui est de poser des questions percutantes. On avait parlé du fait que souvent on tente de livrer, puis ça, c'est vraiment une erreur que moi-même j'ai faite à titre de consultance, où est-ce que j'étais en mode présentation dans mes feedbacks, et celle-ci fait vraiment une très grande différence. Parce que lorsque la personne est dans un dialogue avec la personne qui donne le feedback, c'est vraiment là que quelque chose arrive, puis qu'on réussit à faire réfléchir la personne, on réussit à la faire cheminer. Donc, on pose des questions percutantes. C'est là que mon background en coaching, je pense, a vraiment fait en sorte que je me suis améliorée dans le feedback. On va poser, je dis que c'est important de poser des questions, mais pourquoi c'est important de poser des questions? Voici une question qui va cibler
ce sujet. Effectivement. Alors, pour poser beaucoup de questions, ça permet quel avantage? Ça permet l'apprentissage chez la personne qui est évaluée, qui reçoit la rétroaction. Ça permet d'avoir un contexte d'amabilité. Ça permet la persuasion ou d'avoir l'air aimable comme interlocuteur, ou plusieurs combinaisons de ces réponses, soit l'apprentissage, l'amabilité, l'apprentissage, la persuasion ou l'ensemble de ces éléments-là. Donc, on vous laisse 20 secondes là, pour répondre à cette question, soumettre votre réponse. Et Anita, pendant ce temps, je peux te confirmer que l'interlocuteur qui nous avait posé la question a confirmé que c'était bien répondu. Merci. Parfait. Donc, je suis contente que la personne ait une réponse qui satisfait son attente à qu'est-ce qu'il cherchait. Donc, parfait. Alors, oui, on peut constater que les 2/3 de notre audience a confirmé que 3 avantages peuvent être retirés du fait de poser beaucoup de questions. Qu'en dis-tu, Anita? Ben, je dis qu'ils ont raison. Donc, en effet, A, B, C, tous ces avantages-là sont vrais. Puis, on connaît tous l'approche socratique. Puis, l'apprentissage, ça va des deux sens. Autant pour la personne qui donne le feedback, qui va apprendre sur le contexte, qui va apprendre sur la réalité de la personne, mais que la personne aussi, en posant des questions, c'est l'approche de coaching, en posant des questions, je fais réfléchir la personne. Donc, ça, c'est vraiment excellent pour favoriser l'apprentissage des deux sens. L'amabilité, mais oui, ça nous rend plus aimables de poser des questions. Puis ça, quand je parlais de faire des liens, de connecter avec la personne qui reçoit le feedback, en posant des questions, on leur démontre qu'on est intéressé à eux. On leur démontre que c'est pas juste nous, l'expert, qui va livrer, mais qu'on rentre en relation ensemble parce qu'on a un dialogue ensemble. Puis c'est sûr que souvent, quand on parle de feedback, on va parler de résistance au feedback. Mais c'est sûr que si on augmente notre amabilité, si on pose des questions, ça va faire descendre la résistance. C'est une des bonnes façons parce qu'on rentre en connexion avec la personne. Puis on augmente notre crédibilité aussi parce que la persuasion, mais on obtient aussi l'information qui va nous permettre de nuancer, d'adapter. Donc, ça nous rend plus persuasifs aussi. Puis ça aussi, ben, ça va aider à gérer les résistances. Je lisais un article récemment, puis l'auteur mentionnait qu'une des critiques les plus communes suite à une conversation, c'est que la personne, mon interlocuteur, n'a pas assez posé de questions, n'a pas assez posé de questions durant notre échange. Donc, les gens, généralement, vont vouloir être dans un dialogue, pas juste dans un mode réceptif. Donc, je pense que c'est rare que la personne va critiquer, que la personne m'a posé trop de questions. C'est sûr que le ton est important. On va vouloir avoir un ton exploratoire, curieux, non menaçant, mais les gens vont apprécier recevoir ces questions-là. OK. Il y a différentes questions, puis on va vous fournir une liste de questions face à ces 5 objectifs-là. On peut poser des questions pour clarifier les objectifs et les attentes. Ça, c'est vraiment au début de la rencontre, s'assurer que tout le monde est d'accord. Saisir le contexte pas déjà fait. Donc ici, encore une fois, des questions plus d'analyse de besoin pour comprendre le contexte. Approfondir la compréhension des résultats. Donc, face aux résultats, pendant qu'on présente les résultats, on pose des questions qui font réfléchir la personne. Conclusion, puis aussi, on veut poser des questions qui vont inciter à passer à l'action. Donc, on va en voir quelques-unes. Clarifier les objectifs. En coaching, on parle de faire un contrat pour la session ensemble, mais ici, c'est l'idée de que souhaitez-vous avoir acquis à la fin de cette séance de rétroaction-là, de quelle façon cette rencontre pourrait-elle être particulièrement utile. Puis, on va voir que ça va permettre de guider le feedback. Donc, des fois, la réponse à cette question-là va être, ben moi, je veux savoir pourquoi j'ai pas été embauchée. Ça met le ton sur ça. Comment que la personne, où est rendue la personne, comment la personne reçoit le feedback.
ça va me permettre de m'adapter à leurs attentes, à leur réalité. Puis ça va permettre de s'assurer qu'à la fin de la rencontre, bien, on a ciblé. Souvent, les gens disent, ben, moi, je veux recevoir ce feedback-là pour avoir des pistes d'amélioration. Donc, c'est sûr que là, mais on va peut-être, je vais poser des questions, je vais suggérer des pistes d'amélioration, puis je vais pas juste décrire les résultats dans ce cas-là. OK? Une personne qui veut mieux se connaître, et là, on va être plus dans le descriptif. Puis, Anissa, je m'excuse, on avait reçu une question à l'effet qu'est-ce qu'on fait quand la personne, elle a pas vraiment, elle manifeste clairement peut-être, ou en tout cas l'intérêt de pas vraiment recevoir ce feedback-là, pas vraiment avoir le goût d'apprendre à se connaître. Ouais. Ça peut arriver. Donc, la bonne nouvelle, c'est que généralement, les gens sont intéressés. Particulièrement quand on parle de personnalité, de se connaître, les gens typiquement sont intéressés. Il y en a pour qui sont peut-être pas intéressés. Je dirais que il faut dans ce cas-là, généralement, quand je vois ces éléments-là, puis si la personne me mentionne directement, je suis comme, nous voici ici. On a un choix à faire aussi sur comment utiliser. Puis souvent, je le mentionne, on est ici pour vous, pas pour moi. Moi, ça me fait plaisir d'être ici, mais finalement, on est ici pour vous. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça pourrait être utile pour vous? Puis on leur redonne. C'est pas une solution miracle, mais généralement, ça peut aider. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que des fois, la personne n'est pas prête ici et maintenant à le recevoir, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas plus tard. Des fois, les gens ont juste besoin de temps. Donc, ce que je fais, c'est que je me montre, je vais passer à travers le processus tout de même en démontrant, en étant très chaleureuse, en gérant la crédibilité de ce que je dis. Ceci étant dit, je vais passer à travers le feedback tel quel, à moins que la personne nous dise qu'elle veut vraiment pas le recevoir. Mais je dis ça parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont confié que de recevoir le feedback a été difficile, puis qu'ils n'étaient pas d'accord avec le feedback. Mais c'est juste que quelques mois plus tard, j'avais un client qui était un client qui adorait les évaluations potentielles, puis qui s'est ouvert à moi-même, puis à ses participants aussi, de dire, ben, la première fois que j'ai reçu mon feedback, je n'étais pas trop heureux. Ça a pris du temps avant que, dans le fond, je réalise que oui, ça allait m'aider, qu'est-ce qu'il y avait dans cette affaire-là. Donc, il faut être conscient aussi que la personne est peut-être pas prête ici et maintenant, mais ça ne veut pas dire que le feedback ne sera pas utile. Donc, on essaie le plus de gérer ces résistances-là durant le feedback. Puis, on peut en parler plus tard au niveau de la gestion des résistances, mais de savoir que des fois, le temps va permettre aussi, pour certains, pas tous, pour certains, de faire le point. Des fois aussi, c'est de se permettre aussi pour quelqu'un qui se connaît moins bien, qui n'a pas d'intérêt, c'est peut-être plus un truc pour quelqu'un qui se connaît moins bien, mais d'utiliser l'information qui est en train de pas l'information, mais de la situation, de prendre des comportements observés durant le feedback pour faire le point. Donc, la personne dit, ah, mais je suis pas comme ça. Mais on peut dire, ah, mais tu sais, quand que tu poses beaucoup de questions sur, ah, c'est pas vrai que les gens vont voir que je peux collaborer à ça. Mais de faire un lien avec votre statistique très aiguisée qui fait en sorte que vous posez beaucoup de questions, mais une personne qui vous donne du feedback, et moi, j'aime ça les questions, j'aime être challengée, mais quelqu'un qui est peut-être plus junior ou quelqu'un qui peut-être serait moins à l'aise pourrait trouver ça intimidant ou pourrait sentir un ton plus contestataire. Donc, de oser de façon polie, respectueuse, d'utiliser qu'est-ce qui se passe en feedback aussi pour accroître la connaissance de soi. Merci, Anissa. C'est très utile. Donc, examiner les résultats de Hogan. Moi, j'aime beaucoup poser un peu des questions aussi sur, d'aller plus profond sur certains éléments. Donc, par exemple, un dérailleur, dans quelle situation précise est-ce que ce dérailleur-là va avoir particulièrement un impact? Dans quel contexte? Hein? Pour que les gens soient plus conscients du contexte pour que ça peut avoir un impact.
Que pourriez-vous faire pour démontrer encore plus aux autres personnes que d'aider les autres, c'est important? Donc, ça, c'est particulièrement une question qui est pertinente lorsqu'on voit que la valeur est présente, mais que le score au HPI sur les comportements est moins présent. OK. Examiner les résultats d'ITEC. Par exemple, on peut poser qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre vie professionnelle. Ça, c'est important pour voir aussi mettre face à quels résultats vont être pertinents face à leurs aspirations sur leurs valeurs. Pour conclure, on veut continuer avec la synthèse. Donc, on veut aller voir les thèmes, les messages auxquels ils s'agrippent. Donc, c'est important, même si on l'a fait, nous, on a synthétisé. Généralement, on veut poser, mais quels sont les thèmes, les messages les plus importants? Avec quoi vous trouvez qu'il est important de repartir? On veut poser cette question-là. Puis, finalement, on incite les gens à passer à l'action. Puis, il faut rester réaliste. Donc, des fois, hein, ça serait quoi juste une seule petite chose que vous pourriez faire qui ferait la différence? Ah oui, mais quand, comment, est-ce que vous engagez à le faire? Donc, inciter à passer à l'action. Donc, en gros, c'est les trois thématiques. On veut comprendre le contexte, on veut faire des liens macro, puis on veut impliquer la personne dans une conversation en utilisant des questions percutantes. Trois éléments clés. C'est sûr que tout ça passe aussi par une bonne préparation. Donc, on peut penser à nos questions, on peut faire une bonne analyse avant. Donc, on veut se donner le temps. Donc, une condition de succès, c'est de aussi bien préparer le feedback. Donc, je vois le temps avancer. Ça serait un bon moment pour ouvrir la période de questions. Tout à fait, Nitsa. On a reçu plusieurs questions, dont une première qui est dans les rapports d'ITEC. Il y en a certains qui sont effectivement, ils sont spécialisés par fonction. Donc, comment, par exemple, un rapport d'ITEC vente, comment faire en sorte de donner un aperçu général du profil alors qu'on est davantage sur un profil exclusivement vente. Donc, étant donné qu'on valide ces aspects-là dans le profil. Oui. Mais c'est sûr que, par exemple, dans un rapport d'ITEC, généralement, quand je donne le feedback d'un rapport d'ITEC, j'ai la page avec les compétences comme visuel dans ce feedback-là. Puis on voit un aperçu. Je dirais que c'est sûr qu'il y a des éléments de contexte qu'on va vouloir aller chercher, faire des liens entre ça. Puis c'est là que, mais quand on regarde c'est sûr qu'on a les compétences, mais on va pouvoir aller au-delà en combinant avec d'autres scores. Donc, par exemple, si c'est un DTEC en contexte de développement, mais je peux, même si je suis encore à cette page-là, faire des liens avec certains éléments qu'on va voir plus tard dans la partie des leviers de développement, de faire des liens déjà avec cet élément-là. Donc, par exemple, on peut parler des forces. Puis souvent, je parle d'une force pour quelqu'un qui a beaucoup de leviers de développement élevés. Je vais parler une autre force qu'on ne voit pas à cette page-là, mais c'est qu'on va voir tantôt dans les prédispositions au développement, les leviers de développement, vous avez beaucoup des prédispositions qui font en sorte que les gens se développent, qui sont élevés. Donc, on fait déjà un lien, puis on va peut-être faire un lien avec comment ça peut leur aider face au poste, face à d'autres échelles. On peut parler aussi d'un lien avec les dérailleurs, les facteurs de risque déjà à cette page-là. Donc, je pense que c'est de garder en tête les autres scores qui se retrouvent à d'autres pages. Puis, deuxièmement aussi, de revenir avec la partie à gauche, les macro-compétences. Puis, les macro-compétences, avec les questions aussi, c'est sûr qu'on a certaines dimensions, mais on peut leur poser des questions sur ces éléments-là de travail en lien avec les macro-compétences. Dans les trois clés que tu nous donnais, il y avait la portion contexte, puis déjà d'avoir choisi le rapport d'ITEC en fonction d'une fonction, effectivement, c'est déjà une partie de contextualisation. Excellent. Exactement. On a aussi l'effet de dire, une autre question qui apparaissait, qu'est-ce qu'on fait quand la personne est réticente puis croit pas au processus, ou même on avait une question similaire au fait de ne croit pas à l'outil d'évaluation comme tel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui. Puis, c'est des situations qui arrivent.
généralement, puis si certaines personnes ne sont pas d'accord, généralement, c'est des cas d'exception. Généralement, on voit une belle ouverture. Ça ne veut pas dire que les gens sont contents de tout entendre et qu'ils se reconnaissent dans tout, mais de façon globale, les gens ont une belle ouverture à l'exercice, même si ça peut être difficile quelquefois. Pour gérer les résistances, je dirais que, dans le fond, si j'ai à mentionner les éléments principaux qui me viennent à l'esprit, premièrement, je me montre curieuse face à cette résistance-là. Puis, pour emprunter un thème de l'anglais, en anglais, on dit « rolling with the resistance », on roule avec la résistance, hein, plutôt que d'essayer tout de suite de freiner ça, puis d'accepter cette résistance-là, puis de se montrer curieuse. Donc, c'est de poser des questions sur j'ai déjà fait une évaluation, puis je me suis pas reconnue ou quoi que ce soit, mais de poser des questions, c'est de laisser la place à la personne à s'exprimer, de poser, mais c'est quels aspects qu'ils reconnaissent pas, souvent en posant ces questions-là, c'est quels aspects qui parlent moins dans ce feedback-là, mais on va voir qu'il y a peut-être certaines autres dimensions qui peuvent expliquer cette résistance-là, puis on peut l'intégrer dans le feedback. Puis dire, je peux comprendre que vous dites ça parce que on voit aussi cet élément-là dans le résultat. Puis là, on peut amener des nuances, mais rester une place à explorer. On voit cet aspect-là. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit, mais je comprends pas pourquoi ça dit que je suis pas portée à être un agent de changement, j'ai amené beaucoup de changements, mais quand on leur pose c'est quoi les initiatives de changement que la personne a amenées, c'est des changements d'amener plus de structure ou plus de processus qui est peut-être moins des changements innovateurs et plus liés à un profil structurant, un profil de processus, par exemple. Donc, poser des questions, regarder le reste du profil. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique la résistance? Troisièmement, c'est important de bien connaître l'outil. Puis, bien connaître l'outil, puis les ressources chez DTech demandent toujours des alliés pour bien connaître les outils. S'il y a des cas de résistance, de venir nous voir, nous consulter. Mais moi, je trouve que dans la façon de présenter l'outil, si on revient avec le DTech, quand je présente le DTech, je n'oublie pas de mentionner que, dans le fond, c'est un outil qui est particulièrement exceptionnel et innovateur par le fait que c'est basé sur des données, des milliers de données d'évaluation de potentiel où est-ce qu'on a cherché à répliquer le jugement de professionnels en évaluation de potentiel, puis que c'est basé sur des données. En utilisant Haugen, je vais pas oublier de mentionner que Haugen, c'est un outil qui, lorsqu'on a élaboré l'outil de mesure, cet outil-là, mais ils ont regardé quand les gens ont tendance à répondre de certaines façons, comment que les gens dans leurs entourages vont les percevoir. Puis ça, c'est vraiment unique à Haugen. J'ai aussi mentionné que Haugen a fait des centaines, sinon des milliers d'études de validité, puis je ne vais pas oublier de le mentionner. Donc ça, c'est important de donner de la crédibilité de façon très courte, mais donner en introduction quand vous introduisez l'outil. Puis souvent, ça pour les gens analytiques, les éléments que je mentionne vont avoir tendance à minimiser les résistances. J'ai mentionné des fois de challenger de façon délicate. Donc, si j'ai observé des choses, je vais challenger. Souvent, je vous suggère de demander la permission de challenger. Donc, dire, mais est-ce que tu me permets, comme je suis en train de dire ça, est-ce que tu me permets de challenger sur quelque chose? La personne va généralement dire oui. Puis là, mais elle s'est engagée à se permettre de le laisser. Donc, ça, d'habitude, ça fonctionne très bien. Puis comme je dis, de laisser le temps. La personne résistante, de dire, c'est des fois, mais prenez le temps, puis souvent, moi, je propose aux gens de se donner même, dire, mettez-vous un rappel dans 6 mois de relire votre rapport, puis de voir ou de prendre une période de 2 semaines pour explorer si il y a des exemples de qu'est-ce que vous connaissez moins.
ça peut être aussi. Mais l'idée du 6 mois, il y a une étude qui suggère que les gens qui font simplement relire leur 360, leur outil d'évaluation 360 après 6 mois ont tendance à plus se développer que ceux qui ne le font pas. Je suis pas mal assurée que ça doit être ça aussi pour d'autres types d'instruments tels qu'un rapport d'e-tech ou un rapport Hogan. Donc, si vous utilisez les rapports d'e-tech, c'est pas une mauvaise idée de dire, mais comme rappel, tu sais, comme activité de développement, simplement de relire dans 6 mois puis de se donner une piste d'action dans 6 mois. Okay? Donc, se donner des pistes. Ce que tu nous dis, dans le fond, Anissa, c'est on peut, nous, avoir un contrôle comme personne qui donne la rétroaction, mais le temps, des fois, fait son œuvre aussi, puis ça peut être un autre de nos alliés. Excellent. Bien, merci pour cette réponse-là. Dans le fond, notre dernière question qu'on va prendre pour terminer en temps, en contexte de développement, ici, on nous demande, c'est quoi la phrase magique, Anissa, que tu utilises là, pour introduire, dans le fond, la rétroaction dans le contexte de développement? Oh, une phrase magique. Je sais pas si j'ai une... Oui, je dirais pas que j'ai une phrase magique, mais je pense que c'est les questions qui sont magiques. Donc, de s'assurer, en contexte de développement, je pense que c'est les questions percutantes, de faire réfléchir la personne sur ses dérailleurs, sur ses forces, mais c'est les questions percutantes qui sont vraiment magiques. Puis, ça, vous pouvez les préparer. En regardant ce profil-là, ça serait quoi 3 à 5 questions percutantes que je veux poser. Puis, il y en a qui vont survenir en contexte, mais je pense que c'est vraiment plus la magie demeure dans les questions plus que dans l'introduction. Puis j'ai aimé, peut-être que c'est ça la phrase magique que tu as dit d'une certaine façon quand tu as mentionné tout à l'heure d'introduire je suis là pour vous, dans le fond, aujourd'hui, puis je vais explorer avec vous. Donc, ça peut être un bon début pour mettre sur la table là, que la rencontre est pour la personne. On est dédié. Non, exactement. Excellent. Donc, comme le temps file, on va vous envoyer par le chat une adresse courriel à laquelle vous pourrez transmettre les questions qui n'ont pas eu le temps d'être répondues dans ce webinaire. Merci beaucoup de votre participation et de votre attention. Nous avons été très heureuses là, de pouvoir vous communiquer certaines informations en espérant que ça puisse répondre à vos attentes ou du moins vous donner là, quelques trucs pratiques. Merci beaucoup. Puis, comme je l'ai dit, envoyez-nous nos questions et on demeure disponible s'il y a quoi que ce soit. Bonne journée. Merci, Anissa. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, tout le monde.